Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous propose aujourd'hui de parler des derniers taux sur l'immobilier en France notamment. On va aussi parler des derniers chiffres de l'inflation qui sont sortis aux États-Unis et en Europe, des prévisions sur l'inflation à 5 ans par les marchés, et je vous montrerai aussi certains indicateurs qui m'intéressent et que je regarde personnellement en ce moment. Alors je sais que c'est un type de vidéo que je vous fais assez régulièrement en ce moment, notamment avec la partie sur l'inflation, mais en même temps c'est extrêmement important pour moi, et évidemment si vous voulez voir les autres parties de la vidéo, eh bien vous avez le sommaire dans la description et vous pouvez naviguer entre les différents chapitres. Alors passons de suite sur mon écran et on va commencer avec l'immobilier. Donc tout d'abord, ce que je voulais vous montrer avant de passer sur les taux en eux-mêmes, je voulais vous montrer les obligations de l'État français à 10 ans, et là vous en avez d'autres à côté sur d'autres pays, et en fait on voit qu'effectivement on avait touché même du négatif au début du Covid et pendant le Covid globalement, et évidemment avec l'anticipation de l'inflation à 5 ans des marchés et tout simplement la remontée des taux par les banques centrales, on a les taux donc des obligations de l'État français à 10 ans qui ont explosé. Alors juste avant de passer à l'immobilier, je tiens à dire que c'est assez dramatique. Il y a beaucoup de personnes, même que je connais personnellement, qui ont beaucoup d'obligations françaises dans des assurances vie, et honnêtement c'est assez catastrophique puisque quand on émet des nouvelles obligations avec des meilleurs rendements, eh bien les anciennes obligations perdent énormément de valeur. Très bien, passons maintenant sur les taux. Alors moi je me rappelle très bien quand j'ai acheté notamment en fin 2019, donc on va être vers ici, voilà, fin 2019, début 2020, moi je me rappelle j'avais eu un taux moyen, enfin j'avais eu un taux à 1,39 sur 25 ans, et là on voit il y avait un taux moyen à 1,4, donc c'est à peu près ce que j'avais eu à l'époque, avec du 25 ans, différé de travaux, 110% au niveau du financement, donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, c'est clairement remonté. Si vous voyez ici, on est sur des taux moyens à largement plus de 2%. Et clairement, ça se ressent au niveau de l'immobilier. J'ai des amis qui sont notamment conseillers en immobilier, marchands de biens, etc. Et oui, l'immobilier ralentit en ce moment. Les prix baissent pas encore, baissent un tout petit peu. Mais en fait, il y a beaucoup moins de transactions parce que le marché met du temps à digérer. Et je pense que sur le moyen terme, on pourrait avoir une baisse sur l'immobilier. C'est que de la spéculation, mais c'est un petit peu mon ressenti. Ensuite, on va aller regarder aux États-Unis ce qui se passe parce que là-bas, c'est beaucoup plus flagrant. Donc, déjà, si vous prenez le 10 ans, les obligations 10 ans américaines, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on est à 4%, alors que si vous prenez il y a un an, on était à 1,5%. Donc, ça a explosé. Et ça se ressent énormément sur les taux d'intérêt. Si vous regardez, vous voyez qu'en début 2021, on était à 2,7%, allez, entre 2 et 3%. Et aujourd'hui, on est à 7%. Et effectivement, j'ai des contacts aux États-Unis qui ont de l'immobilier notamment, et ils me confirment qu'en ce moment, comme en France, les biens ne se vendent plus et les prix sont clairement en train de baisser. En tout cas, si on veut vendre, il faut baisser ses prix, et les transactions ont aussi dégringolé. Donc, clairement, moi je dis pas ça pour inquiéter. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va peut-être avoir des grosses affaires dans l'immobilier, peut-être dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui arrivent, et c'est quelque chose que moi je considère personnellement. J'ai déjà fait de l'immobilier par le passé, et je pourrais très certainement en refaire. Donc on verra ce qui se passe. J'attends personnellement, je suis très patient sur l'immobilier parce que je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, on passe maintenant sur l'inflation. Alors, les résultats aux États-Unis, donc ça c'est pour le mois de septembre, et donc de diffuser en octobre, et on voit qu'effectivement, on avait eu un pic sur l'inflation en juin, et depuis on baisse. Alors, la baisse n'accélère pas, bien au contraire, elle ralentit un petit peu. On va voir juste après pourquoi. C'est à cause du core inflation, et je pense que c'est aussi pour ça que les marchés ont été très volatiles ces 2 derniers jours, puisqu'on a eu les résultats et on n'a pas eu des résultats aussi bons qu'attendus. On s'attendait à du 8,1, on a eu du 8,2. Et l'autre raison aussi qui pour moi est vraiment importante à comprendre, c'est que là on a tous les biens de consommation inclus l'énergie et la nourriture. Par contre, si on va voir le core inflation, c'est-à-dire en fait l'inflation auquel on a enlevé l'énergie et l'alimentation, eh bien on voit qu'en juin on n'avait pas touché un plus haut, et au contraire on continue à monter. Et ça on va le voir juste après dans le tableau qui a été aussi publié. Donc si vous regardez clairement l'alimentation, vous voyez que sur un an on a eu des belles augmentations, et même ce qui est terrible encore, là sur les derniers mois on continue de monter. Par contre, à l'inverse, si vous prenez l'énergie qui est ici, eh bien vous voyez que sur les derniers mois, on est en baisse, moins 2%, moins 4%, moins presque 5%. Donc voilà, sur l'énergie, on baisse. Et après, si vous continuez plus bas, vous voyez qu'on a aussi des mauvaises choses, notamment sur le logement. Eh bien, on continue à augmenter, pardon, ici. Les transports, ça augmente, le médical, ça augmente. Donc voilà, honnêtement, c'est pas rassurant. Et il faut vraiment espérer que cette courbe du core inflation va elle aussi
stagner. Et ça donne des arguments à la Banque centrale américaine pour continuer d'augmenter les taux. On pense qu'il pourrait encore faire 0,75 voire même 1%. Je ne serais pas du tout étonné qu'ils le fassent en effet, puisqu'ils doivent ralentir ça. On n'est pas du tout sur, pour l'instant, même ne serait-ce qu'un ralentissement de cette inflation une fois qu'on a enlevé l'énergie et l'alimentation. Il faut que ça ralentisse puisque ça impacte énormément. Et le problème, c'est que ce n'est pas lié au marché. C'est-à-dire que l'alimentation et l'énergie, on peut dire que c'est lié au marché. Et si le pétrole baisse, eh bien, ça va baisser. Ça peut même avoir de la déflation, c'est-à-dire qu'on peut avoir les prix qui rebaissent. Par contre, sur le core inflation, typiquement, c'est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire qu'une fois que les prix des services ont augmenté, etc., pour avoir de la baisse, il faut vraiment avoir de la baisse du pouvoir d'achat, ce qui implique, hélas, très souvent une récession et des pertes d'emploi. Et j'ai bien peur que la Fed veuille en arriver là. J'aimerais que ça n'arrive pas parce que clairement, ça peut affecter la bourse, ça peut être dramatique. Enfin, sur le court terme, sur le très long terme, évidemment, il faut être positif. Mais donc voilà, il ne faut pas ignorer la réalité et clairement, les chiffres ne sont pas rassurants. Cependant, je vous rassure de suite, vous savez que je ne suis pas du tout quelqu'un qui crie à la catastrophe. Je le dirai même en fin de vidéo, mais je le dis déjà, j'achète tous les mois, quoi qu'il arrive, des actifs, puisque sinon, qu'est-ce que je fais de cet argent? Je vais le dépenser sur des choses qui ne me feront pas vraiment plaisir, donc je préfère préparer mon futur. Mais clairement, sur le court terme, il y a beaucoup de volatilité et ça fait mal aux tripes. Et même moi, émotionnellement, c'est pas si simple que ça à gérer de voir ces investissements fondre au soleil. Alors, je voulais juste aussi vous montrer l'inflation en zone euro. Donc là, si vous regardez, on voit que l'énergie, c'est du grand n'importe quoi. Regardez, ça a explosé à la hausse, là, ça stagne depuis quelques mois, mais on le sait très bien. Ça a baissé parce que le pétrole avait très fortement monté, il a rebaissé un peu, mais là il est légèrement reparti à la hausse, et ça a aussi fortement beaucoup bougé à cause de l'euro-dollar, l'euro ayant baissé fortement, forcément l'énergie augmente, et puis aussi à cause de la géopolitique, des conflits qui ont lieu en ce moment, hélas. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Cependant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que tous les autres produits ont aussi augmenté. All items, vous voyez qu'on est à des 10%. Pareil sur l'alimentation, bon, l'alcool et le tabac, ok, mais vous voyez qu'on est à plus de 10%. Tous les biens industriels, on est certainement à plus de 5%. Donc voilà, et là, s'il y a tout qui monte, et les services, pareil, on doit être autour de 4-5%. Donc l'inflation est aussi présente en zone euro, on le ressent, et il ne faudrait pas être étonné si la Banque centrale européenne doit encore augmenter les taux, même si ça implique plein d'autres problèmes monétaires avec les différentes dettes entre les différents pays. On n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo, mais on avait déjà fait des vidéos dessus. Alors pour en finir avec l'inflation, je vais juste vous montrer cet indicateur que vous savez que je regarde assez souvent, qui est le 5 years break-even, qui est en fait l'anticipation de l'inflation par les marchés obligataires dans 5 ans. Si vous voulez la définition exacte, vous l'avez juste en dessous. Ici, vous pouvez mettre sur pause, puis sinon, vous pouvez rechercher sur Google. Mais donc, si vous regardez, on était sur un pic au niveau de mars 2022 à 3,6%, et depuis, les marchés ont l'air de s'accorder. Encore une fois, c'est que des prévisions dérivées, mais ils pensent que dans 5 ans, on aurait une inflation autour de 2,5%, ce qui est l'objectif évidemment de la Fed. Ils disent 2%, mais on sait qu'ils sont plus entre 2 et 3%. Et donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle dans le sens que ça veut dire que les marchés anticipent que la Banque centrale américaine va faire ce qu'il faut. Alors certes, ça va nous faire passer peut-être par des moments difficiles, par une récession, etc. Mais en tout cas, les marchés n'anticipent pas encore une augmentation de l'inflation. Par contre, il ne faudrait pas que cette courbe reparte à la hausse parce que là, ça pourrait annoncer entre guillemets des mauvaises augures. Mais donc voilà, pour l'instant, on voit que là, ça a remonté un tout petit peu, mais c'est peanuts. Il ne faudrait pas que ça reparte fortement à la hausse. Très bien, on va en finir avec deux derniers graphiques. Tout d'abord, celui-ci que je voulais vous montrer, qui est en fait un ratio qui est fait par Investor Intelligence. C'est une entreprise qui fait en fait des sondages depuis très longtemps sur cet indicateur précis. Vous pourrez aller sur Google aussi, ça se trouve facilement. Et en fait, globalement, c'est le ratio entre les personnes qui sont haussiers et baissiers sur le marché. Donc, vu que c'est Bulls and Bears, et là, le Bull and Bear Ratio, ça veut dire que si on a plus de gens négatifs sur le marché, eh bien, on va avoir un indicateur sous les 1. Et si on avait plus de gens positifs, on aura un indicateur au-dessus des 1. Donc, on voit qu'on est majoritairement toujours haussier. Donc, ça veut dire que évidemment, les gens, la majorité du temps, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont haussiers, puisque les marchés sont aussi. Par contre, vous voyez qu'on a des grosses périodes, là, qu'ils ont mis en rose, mais en fait, qui sont des grosses périodes où les gens sont très négatifs. Et à chaque fois, c'est des opportunités d'achat. Si vous prenez 2001, 2001, 2002, on est en rose, 2008, 2009, on est en rose. Alors ça ne veut pas dire que c'est le moment d'acheter et puis que ça y est, en une semaine, on a gagné de l'argent. Évidemment que les bear markets peuvent durer pendant des années, ça peut prendre des années avant de récupérer ses sous. Cependant, quand on est dans ces périodes de forte négativité,
pour moi, c'est une bonne chose d'acheter. Et vous savez qu'en ce moment, j'achète. Là, je vous ferai une vidéo bientôt sur ce que j'ai acheté, mais j'ai vraiment acheté beaucoup d'actions là, début et mi-octobre, quand on est venu retoucher les points sur le S&P 500. J'ai pas mal racheté. Et donc voilà, je voulais montrer ce graphique qui, en fait, confirme qu'en ce moment, eh ben, on a beaucoup de peur sur les marchés. Et pour moi, étant non pas un trader, mais un investisseur long terme, c'est quelque chose qui, à la limite, me rassure. Alors, c'est effrayant et clairement, ça fait mal au trip. Comme je vous disais, émotionnellement, c'est dur de voir ces investissements baisser. Par contre, quand il y a des ventes paniques, et évidemment, on pourrait avoir des encore plus gros ventes paniques, et le S&P 500 pourrait clairement encore baisser de 10, 20, je veux dire, il n'y a pas de limite en soi. Ça ne baissera pas pour toujours, à mon avis. C'est encore une fois, j'investis sur le long terme et personnellement, je suis persuadé que l'économie va aller mieux. Je suis quelqu'un de foncièrement positif, mais oui, sur le court terme, sur même du 1 an, 2 ans, ça pourrait encore mal aller. Donc voilà, j'en ai fini avec ce graphique. Et le dernier que je vous montre, comme d'habitude, ce sont les forward PE sur les large, small and mid cap. Évidemment, les forward PE sont à prendre avec des pincettes puisqu'on est sur des résultats nets estimés et donc si les entreprises annoncent des plus mauvais résultats, eh bien les earnings peuvent baisser et donc les ratios peuvent remonter. Mais globalement, si on regarde, on voit que historiquement sur les grosses entreprises, donc le S&P 500, on est dans une moyenne et sur les plus petites entreprises, on est clairement un petit peu moins cher. Encore une fois, il faut aller sélectionner les entreprises, mais même si vous regardez juste le S&P 500, si vous faites que de l'ETF, actuellement, ce n'est pas une si mauvaise période que ça pour DCA. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit like, ça ne fait que soutenir la chaîne et puis ça fait grandir la communauté. Aussi, évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des idées de sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser, parce que j'aime bien traiter des sujets qui vous intéressent aussi. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.